tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages du bois dans la construction. Donc, on connaît très bien le bois comme produit d'ingénierie d'apparence à travers ses différentes essences qui sont disponibles un peu partout à travers le monde. Il fait vraiment partie de notre environnement et de notre entourage, que ce soit dans nos jouets quand on était enfant, dans les meubles, les portes et fenêtres, les jeux d'échecs, les battes de baseball, même les ustensiles pour manger. Bref, c'est un matériau qui est extrêmement connu au niveau produit d'ingénierie d'apparence. Par contre, en ce qui concerne le volet produit d'ingénierie structurale, il a fait énormément il y a eu énormément de développements qui ont été faits dans les dernières années. Il y a de cela 20 ans, quand on parlait du bois dans le domaine non résidentiel au Québec, il y avait des enjeux et des défis extrêmement importants à relever. Pour en citer quelques-uns, pas suffisamment de professionnels familiers avec le bois, un manque d'expérience et de familiarité, un manque de formation et aussi d'outils pour pouvoir concevoir. Donc je parle notamment des outils informatiques, des logiciels qui n'avaient pas ou très peu de modules bois incorporés, des conceptions sur le bois au niveau de sa combustibilité ou résistance au feu, au niveau de ses réglementations, ses codes, qui étaient des perceptions qui étaient erronées. Et effectivement, les produits d'ingénierie du bois qui ont fait l'essor depuis le bois de sciage faisaient en sorte que, justement, ils étaient méconnus la plupart du temps. Il y a eu donc une très grosse évolution là-dessus et on va reprendre chacun de ces points et démontrer que maintenant, c'est un produit d'ingénierie structurale pour le domaine non résidentiel qui a grandement sa place et qui va être une des innovations majeures pour le futur de la construction. Premier point, là, au niveau de la formation. Si je peux me permettre, je vais parler un petit peu de ma formation à moi. J'ai un génie en sciences du bois. Quand j'ai voulu faire mon génie civil, on me disait très fort en bois. Par contre, en génie civil, tu as encore des connaissances à aller acquérir, notamment beaucoup en ce qui concerne l'acier et le béton. Et j'ai donc été amené à l'École polytechnique fédérale de Lausanne à suivre 475 heures de cours supplémentaires pour parfaire mon deuxième volet qui était le génie civil. C'est un petit peu l'inverse, je te dirais, qui se passe ici, c'est-à-dire qu'il y a des similarités puis il y a des choses différentes. On a des ingénieurs en sciences du bois qui sont formés mais qui ont relativement peu de connaissances en génie civil. Et on a des ingénieurs en génie civil qui sont très peu formés sur le bois ou quand le bois leur est enseigné, c'est de manière anecdotique, de manière optionnelle. Et donc il y a un vide entre les deux qui existe. Un vide qui a continué à se créer, qui faisait que lorsque l'on recherchait des experts en structure bois jusqu'à maintenant, ils étaient très difficiles à recruter et à obtenir, et donc venaient très souvent de l'étranger, principalement de l'Europe. Donc on a beaucoup de Suisses, de Français et d'Allemands dans nos bureaux d'études et bureaux d'ingénierie lorsque cela concerne la structure bois. Donc il y a eu une vision à ce niveau-là de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, qui a décidé d'incorporer le bois, le matériau bois, au niveau matériaux et au niveau structure, calcul de structure, à travers 5 de ses cours, de manière obligatoire à tous ses étudiants en génie civil. Donc c'est la première fois que ce programme se rendait obligatoire, et la première cohorte d'ailleurs d'ingénieurs spécialisés va sortir en avril cette année. Donc le bois est traité vraiment, on peut dire maintenant, de manière égale à égale avec les autres matériaux au niveau des professionnels de la structure. Donc le volet formation a maintenant une réponse. Et c'est assez curieux parce que quand on regarde l'étymologie du mot bois, ben en réalité, le mot ingénieur, je veux dire, le mot ingénieur, il vient des années 1248, lors de la 7e croisade du roi Saint-Louis, le Angégunor qui devenait ingéniour, qui est ensuite devenu ingénieur et qui est ensuite devenu, avec le temps, ingénieur. Donc, ces personnes-là, autrefois, c'était des spécialistes de la conception et de montage de machines de combat. Et les machines de combat, ben, c'était des tours, c'était des catapultes. Donc, c'était des machines qui étaient faites exclusivement en bois et en cordage. Donc, l'origine du mot ingénieur, curieusement, l'étymologie du mot, nous ramène à dire que les ingénieurs, au départ, c'était des spécialistes dans le matériau bois. Donc, savoir qui s'est perdu quelque peu avec les années. Donc, passons à travers maintenant les idées préconçues sur le matériau bois et donc surtout à travers tous ces avantages qui en font un matériau d'avenir dans la construction. On va parler de sa durabilité, de son volet environnemental, écologique, donc matériaux renouvelables, de ses volets performance, résistance, économique et esthétique. Tout d'abord,
C'est un des plus vieux matériaux de construction. Donc quand on parle de pérennité et de durabilité des structures bois, on a des preuves dans l'histoire, dans le passé. Les premières constructions en bois datent du 7e siècle au Japon. Il y en a eu au 11e siècle en Chine. En Norvège, l'église de Douve, qui est la plus ancienne d'ailleurs église de Norvège, remonte au XIIe siècle. Et d'ailleurs, elle a été faite de matériaux qui provenaient d'autres constructions qui étaient encore plus vieilles que cette église-là. Le château de Matsumoto au Japon en 1953, en Russie encore un enclos paroissial sur l'île de Kiji. Donc ce sont tous ces exemples-là qui nous prouvent que le bois finalement a un historique qui remonte il y a très longtemps. Aux États-Unis, on a été les champions des ponts en bois, comme le montre le Trestle Bridge qui date du 19e siècle. Ici, dans la région du Saguenay, pour ceux qui visitent le zoo de Saint-Félicien, on le voit très bien que la construction bois était vraiment un art qui était maîtrisé autrefois. Tout ce qui est loisir, comme ce roller coaster en Australie, il date de 1912, complètement fabriqué en bois, et même une tour d'antenne de radiodiffusion qui fait 111 mètres, qui se trouve en Pologne et qui est considérée actuellement comme la plus haute tour de construction en bois dans le monde. Donc, le bois existe depuis très longtemps, ce sont des constructions qui sont encore existantes et donc qui sont pérennes et qui continuent à subsister. On parle là de bois de sillage, mais ce qui s'est beaucoup développé dans les dernières années, du fait d'avoir des essences de plus en plus de grades inférieurs, du fait d'avoir des arbres de plus en plus petits diamètres, du fait de vouloir avoir un matériau plus fiable, on partait donc de petites pièces de bois et on reconstituait par technologie de collage ces pièces de bois-là pour en faire des grandes pièces de très grande dimension. Donc les produits d'ingénierie sont apparus et comme on le voit, ils existent depuis très longtemps. Le contreplaqué date de 1905, l'OSB de 1970, poutrelles de plancher, ferme de toit, bois lamelé collé, les bois composites LVL, Laminated Veneer Lumber, le PSL ou plus communément appelé Paralame et le LSL, Laminated Strand Lumber, et enfin les colombages jointés. Donc les produits d'ingénierie du bois, ce n'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui existe déjà depuis de nombreuses années. Et ce sont ces produits qui ont fait un essor grandissant du bois dans la construction. Donc en voici quelques exemples pour différencier un petit peu les différents types de matériaux qui existent, le LVL, le PSL et le LSL. Quand on parle de pérennité, souvent on songe à donc, la durée de vie de ce matériau-là dans le temps, mais on songe aussi, on lie souvent le bois au phénomène de pourriture. Or, pour ceux qui le savent, le Vasa, qui était un vaisseau qui avait sombré le 10 août 1928 dans les eaux du port de Stockholm, en Suède, il a été renfloué en 1961, donc quelques 333 ans plus tard, et il était complètement intact. Donc le bois ne pourrit pas dans l'eau, au contraire, il s'est même conservé dans l'eau, et on l'a ressorti, et il était absolument complètement intact. Alors que maintenant, ce qu'on va voir pour des détails constructifs, des problèmes de conception, des moisissures, des pourritures, ou de la détérioration et la dégradation du matériau bois, ou par exemple des murs ou des fenestrations qui ont moins de 20 ans puis qui commencent déjà à pourrir. Donc ce n'est pas dû au matériau lui-même. Il faut faire un choix d'essence de bois ou, si on n'a pas l'essence qui a une durabilité naturelle élevée, un choix de traitement approprié et surtout avoir une excellente conception avec des détails constructifs qui permettent d'éviter ce genre de problématique-là. Donc un exemple, un poteau dans une fondation. Dans ce cas-ci, on le voit, il est directement en liaison avec le béton. Donc c'est une sorte de piège à eau dans cet assemblage métallique. Donc il ne peut pas sécher, l'eau va rester là et effectivement la base du poteau va pourrir. Donc un détail de construction fortement non recommandé. Ici on s'est quand même surélevé, soit avec une pièce métallique, soit on a relevé aussi le bloc de béton, ce qui est quand même une conception qui est relativement meilleure. Et l'idéal, ça serait effectivement de rehausser encore davantage de manière à, surtout dans nos climats, ne pas avoir la neige qui vienne se rapprocher de ce matériau-là. Donc c'est surtout dû à une raison de construction. Donc à partir du moment où on fait des constructions où le bois est abrité, éloigné de sources d'humidité, ou s'il en est proche, ou en tout cas on va lui permettre de pouvoir sécher, donc de ne pas avoir des pièges à eau, on va avoir des constructions qui vont durer dans le temps. Deuxième avantage du bois,
comparativement à beaucoup d'autres matériaux, c'est que le bois provient des arbres qui poussent et c'est une matière qui est renouvelable. Et on parle d'ailleurs du bois comme un matériau composite, puisqu'il est fait de cellulose, hémucellulose et lignine en très grosse partie. Donc, notre arbre par excellence qui est utilisé dans la construction bois, l'épinette noire, qui fait partie du groupe SPF, sapin, épinette, pin. Quand on regarde les lancements d'une épinette, à peu près 15 mètres de haut, 30 cm de diamètre, on a un élancement de 50. Et actuellement, la plus haute tour au monde, Burj Khalifa à Dubaï, on parle d'un élancement de 5. Donc on n'a même pas encore réussi à reproduire ce que la nature faisait de manière naturelle. Et c'est d'ailleurs, il y a une course en hauteur en ce moment, il y a une nouvelle tour qui est en construction, qui va faire une dizaine de mètres de plus que celle de Dubaï, qui va faire 838 mètres et qui va être en Chine. Mais on est encore loin des élancements que la nature a réussi à faire. Donc le bois, c'est un matériau écologique. C'est un des seuls matériaux actuellement qui piège le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre. Donc c'est un piège à carbone, donc il contribue à empêcher le réchauffement climatique, contrairement aux autres matériaux où il y a des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un incontournable lorsqu'on cherche à avoir un crédit carbone ou carbone neutre ou une notion de développement durable. Le bois va s'inscrire de plus en plus comme un incontournable dû à effectivement cette propriété-là. Donc on voit très bien l'aluminium qui est en bleu ici, contrairement à l'acier en gris, le béton en rouge, et le bois qui est le seul qui permet effectivement d'avoir un passif, donc un piège de gaz à effet de serre. Le bois, souvent on confond un petit peu ce qui est développement durable et déforestation. Il provient de plus en plus de forêts certifiées. Une des plus grandes forêts certifiées au monde est ici au Québec. Il y a 3 organismes qui s'occupent d'un aménagement forestier durable, CSA, SFI et FSC. Et c'est un matériau qui donc actuellement provient d'une forêt qui est gérée de manière responsable. Donc le volet environnement, c'est justement cette photo humoristique, mais pour vraiment faire la distinction entre ce qui est déforestation et ce qui est gestion de façon durable de nos forêts actuelles. Donc c'est un outil scientifique maintenant. On a plusieurs outils scientifiques qui nous permettent d'encadrer les calculs au niveau des analyses de cycle de vie et qui prouvent que le matériau s'inscrit très bien. On considère à peu près, là, pour donner un ordre de grandeur, qu'un mètre cube de bois permet de stocker 1 tonne de CO2. Donc 1 tonne de CO2 étant 1 tonne de gaz à effet de serre finalement. Donc lorsque l'arbre a fini sa croissance, si on ne l'abat pas et qu'on le laisse pourrir, ce qui va se passer, c'est qu'il va relâcher ce CO2 qu'il a emmagasiné pendant toute sa durée de vie. Donc il nous faut le couper, il nous faut gérer nos forêts de manière responsable et c'est ce qui se fait actuellement. Et pour qu'il garde cette contribution à empêcher le réchauffement climatique, l'utiliser dans nos constructions. Le bois est aussi par rapport aux autres matériaux, un matériau qui a un coût énergétique relativement faible. Comme on le voit, l'acier, si on prend comme référence un résineux, au niveau du béton, on serait à 4, au niveau de l'acier, on serait à 60, au niveau du verre, on serait à 24, et puis l'aluminium serait à environ 250. Donc la charge énergétique qui est liée à la production directe des matériaux usuels est relativement élevée par rapport au bois que j'ai pris comme référence ici à une valeur de 1. Donc c'est un matériau qui, en plus, est à faible coût énergétique. Maintenant, si on regarde le bois au niveau de sa performance mécanique, à masse égale, le bois, c'est le matériau qui est le plus résistant actuellement si on le compare avec les autres matériaux. Donc si je prends par exemple une poutre de 3 mètres de portée qui est capable de supporter, on va dire 200 kN, une vingtaine de tonnes, si je voulais faire cette poutre-là en bois, elle pèserait à peu près, elle aurait une masse de 60 kg. Si je voulais la faire en acier, elle ferait 80 kg. Et si je voulais la faire en béton, elle ferait 300 kg. Donc c'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus on retrouve des étages inférieurs en béton. Et quand on veut additionner des étages supplémentaires, à cause de sa légèreté, c'est le bois qui est le matériau favori et sélectionné pour faire les étages les plus élevés. Cet édifice vient de finir de se réaliser à Québec, c'est l'édifice Complan.
Donc le bois, vraiment, est le matériau le plus résistant quand on regarde le ratio masse et performance mécanique. Et toutes ces performances mécaniques sont très bien connues, elles sont répertoriées, on a des centres de recherche qui les ont étudiées de manière approfondie, et on a toutes les données et les caractéristiques mécaniques qui nous permettent de pouvoir le calculer maintenant. Et les méthodes de qualification en usine sont extrêmement sophistiquées et permettent de classer le bois selon différentes classes mécaniques. Donc c'est pour ça qu'on a du bois classé visuellement ou du bois classé mécaniquement, soit avec des machines à contrainte mécanique, soit ça peut être trié aussi par ultrasons ou aussi par scanner rayon X. Donc des technologies qui sont relativement à la fine pointe, qui nous permettent d'obtenir les propriétés mécaniques du bois de manière très exacte. Et de plus en plus, la fabrication se fait en usine, c'est une préfabrication. Donc on a un contrôle sur la qualité qui est de plus en plus exact. Autrefois, quand on parlait de commande numérique dans l'industrie du bois, c'était quelque chose de relativement peu existant. Maintenant, la plupart des usines sont équipées de machines à commande numérique, donc avec des précisions très grandes et donc des possibilités au niveau du montage d'avoir un outil de très grande fiabilité et de très grande qualité. Donc là encore, les outils de fabrication aussi se sont adaptés, se sont améliorés et nous permettent maintenant d'avoir un matériau qui correspond parfaitement aux besoins. Les usines se font certifier, de plus en plus ont des contrôles de qualité qui sont certifiés par des tierces parties, des agences indépendantes qui viennent auditer donc, ce contrôle de qualité-là pour nous garantir la qualité du produit qui est fourni. Donc à titre d'exemple, ce centre sportif à Laval, c'était le premier stade de soccer qui avait été fait en charpente lamelée collée. Ça a été une contribution d'ailleurs Europe et une usine qui s'appelle Chantier Chibougamau ou Nordique, très proche d'ici. Ensuite, il y a eu le stade de soccer de Chauveau, où il y a eu encore une évolution des technologies et des façons de faire, que ce soit au niveau conception ou au niveau fabrication. Et le tout dernier, c'est le stade TELUS à l'Université Laval, qui a vraiment été au niveau de la maîtrise de l'art de réaliser ce type de construction-là, la troisième évolution, je dirais même la troisième génération. Donc, des ouvrages dans le domaine du bois, il en existe partout à travers le monde, et on en a quelques excellents exemples ici, au Québec. Donc, quand on parle de résistance mécanique, on est surpris, mais quand on parle d'un ouvrage, la plus grande portée, le record mondial de portée libre pour un bâtiment, actuellement, il n'est pas détenu par le béton, il n'est pas détenu par l'acier, mais il est bien détenu par le bois. Le stade Odate-Jukai fait 178 mètres de portée, ou à peu près 600 pieds, 584 pieds. Donc c'est le bois qui détient ce fameux record. Ce n'est pas un seul et unique exemple. Le dôme de Tacoma, dans l'État de Washington, qui a été construit en 1981, a une portée de 161 mètres. Donc des ouvrages de très grande dimension et de très grande portée se sont déjà réalisés et continuent de se réaliser. On a de très beaux exemples aussi de ponts qui se sont construits un peu partout à travers le monde. D'ailleurs, ce pont a été aussi fabriqué par la compagnie Nordique. C'est le deuxième pont au niveau portée le plus long au monde. Un mixte de CLT, le bois lamelé croisé, et de lamelé collé, technologie du caisson, qui a permis de réaliser donc, ces portées incroyables. Donc, comme on le voit, le bois se concrétise et se réalise très bien dans toutes sortes de constructions, que ce soit en extérieur abrité ou en intérieur. Résistance au feu maintenant. Résistance au feu, c'est quelque chose qui a limité le bois. Souvent, on confond la résistance au feu et la combustibilité, qui sont deux phénomènes totalement différents. Le bois est effectivement un matériau qui est combustible et qui brûle, mais qui a une excellente résistance au feu. Bon, la fameuse pipe de Sherlock Holmes se résume bien que finalement, on allie le bois et le feu depuis très longtemps de manière très consciente. Mais ce qui est un geste très représentatif, c'est que les pompiers, de plus en plus, leurs casernes sont faites en bois. Et c'est sur leur demande qu'elles sont faites en bois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le bois, lorsqu'il brûle, il brûle de manière très prévisible. Si on regarde en France, il y a eu malheureusement quelques accidents dans des écoles avec des charpentes en acier. Et là, quand on parle de mort d'enfants, ça choque effectivement le public. Donc, de plus en plus, les écoles sont maintenant réalisées en bois, comme celle-ci le collège de Mirecourt, dans la région des Vosges.
D'ailleurs, ça donne non seulement, on regarde le volet performance mécanique, le volet résistance au feu, mais aussi le bien-être, l'esthétique, la chaleur, ça amène une ambiance qui permet aux enfants de pouvoir être dans des conditions idéales pour pouvoir travailler. D'ailleurs, il n'y a aucune dégradation, ils n'endommagent pas ce matériau bois-là, ils ne font pas de graffiti dessus. Quand on passe une dizaine d'années après dans ces lieux d'enseignement-là, on constate que les enfants en prennent soin, ils aiment ce matériau bois. Donc, on parle d'à peu près 0,7 mm par minute. Donc c'est un matériau qui est fiable. On sait comment la propagation de la couche carbonisée va se faire parce qu'en fait, il va brûler à l'extérieur, se carboniser, ça va faire une couche protectrice et l'intérieur va rester intact. Et c'est cette zone intacte-là qui permet justement de pouvoir sauver les occupants lors d'un incendie et même de permettre aux pompiers de pouvoir marcher sur ces poutres-là pour aller évacuer le plus rapidement possible le monde. Donc le bois est un matériau qui est très résistant au feu. Comme on le voit sur ce graphique, quand on le compare avec l'acier, il ne perd à peu près que de 10 à 15% de sa résistance sous l'effet de températures extrêmes qui sont générées par un incendie. Ce qui est relativement faible par rapport à l'acier où on parle après 18 minutes d'une perte de 50% de résistance versus le bois. Après, pour avoir ce fameux 50% de perte, c'est après seulement un temps de 52 minutes. Donc un matériau qui est extrêmement résistant au feu. Autre qualité qu'il a, sa performance thermique, qui se qualifie par la quantité de chaleur traversant un mètre carré d'un matériau avec une différence de 1 degré Celsius entre deux phases pendant une seconde, donc ce qu'on appelle le fameux lambda, la conductibilité thermique, qui pour le bois est d'une valeur d'à peu près 0,12, et puis si on regarde l'acier qui est à 52, le béton à 1,75, et ainsi de suite. Évidemment, le balsa, qui est un matériau bois extrêmement léger, a encore des valeurs bien meilleures. Donc, un excellent isolant thermique. C'est une autre propriété qui va faire qu'au niveau performance énergétique d'un bâtiment, un matériau qui va être de première prédilection. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Europe, il est un incontournable dans tout ce qui est logement collectif, notamment, étant donné qu'il permet d'avoir donc des factures d'électricité pour l'occupant beaucoup plus intéressantes. Le coût de l'électricité qu'on a au Québec étant relativement peu cher par rapport au reste du monde actuellement, fait que ça a été finalement un frein jusque maintenant à son introduction au niveau de cette propriété-là. Par contre, graduellement, c'est des choses qui s'en viennent. Donc le bois a une résistance thermique d'à peu près 500 fois plus grande que l'acier et environ 10 fois plus grande que le béton. Donc on lui confère aussi une qualité de très bonne inertie thermique. Donc la perte de chaleur due au pont thermique est amoindrie par l'utilisation d'une charpente en bois. Ça permet donc de réduire la consommation d'énergie pour le chauffage et pour la climatisation. Et il y a de très nombreux exemples en Europe de 5 étages et plus qui sont venus prouver mes dires. Donc le bois emmagasine bien la chaleur. Et les parois en bois favorisent une bonne régulation de la température intérieure malgré la variation de la température extérieure. Voyons maintenant d'autres propriétés qui sont conférées au bois et qui lui permettent d'être un des matériaux qui va être une innovation dans le futur. Ces propriétés acoustiques qui sont déjà très connues et reconnues, comme l'exemple du palais Montcalm, par exemple, à Québec, ont fait que c'est un matériau qui est de plus en plus utilisé justement pour ses propriétés acoustiques. La conductivité électrique, comme cet exemple de pylône électrique en résineux lamelé collé. Donc c'est variable effectivement cette propriété selon les essences, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le bois est un très bon isolant électrique et qui pourrait rentrer dans plusieurs constitutions comme ces poteaux électriques. Donc il est peu ou il n'est pas chargé électrostatiquement. C'est un matériau aussi qui a une autre propriété intéressante, c'est qu'il est résistant aux atmosphères agressives. C'est pour ça qu'il est utilisé pour les hangars à sel ou dans les stations d'épuration notamment. Donc tout ce qui est vapeur nocive, toxique, acide ou autre n'apporte que très peu de dégradation au matériau bois et c'est pourquoi il est utilisé dans ce type d'ouvrage. C'est un matériau qui est très bien adapté aux zones sismiques.
Cet édifice a été réalisé, c'est un projet de coopération internationale dont le Canada a participé et qui voulait reproduire le séisme qui s'est passé malheureusement en Italie et qui a fait de très nombreux morts. D'ailleurs, cet ouvrage a été déconstruit et reconstruit depuis. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en reproduisant ces séismes-là aux mêmes échelles, finalement, c'est comme un caisson qui bouge et ça se passe beaucoup plus au niveau des connecteurs, mais au niveau de la structure elle-même. Il n'y a eu aucun endommagement, aucune fissuration. Et donc, les occupants sont protégés et peuvent sortir sains et saufs. Donc, tous les pays, ces zones à zone sismique, c'est un matériau qui est de plus en plus considéré. Maintenant, on a vu tous ces avantages, toutes ces belles propriétés qui sont connus et qui sont maintenant rentrés dans des outils de calcul, dans des logiciels qui nous permettent de le concevoir avec exactitude. Il y a une évolution des codes et normes qui se fait et qui doit poursuivre son développement de manière à ce que les innovations qui se passent au niveau des façons de faire, au niveau des nouveaux produits d'ingénierie, au niveau des nouvelles méthodes de calcul, que les codes et normes ne soient pas un frein à ça et qui vont donc faire en sorte que le bois va s'intégrer de plus en plus, notamment dans les multi-étages au Québec. Donc le Code national du bâtiment 2005 et bientôt le 2010 qui va être en vigueur spécifie les exigences minimales que nous devons poursuivre et ce code est axé sur des objectifs. Donc chaque produit d'ingénierie du bois respecte soit sa propre norme, donc une norme CSA, soit quelquefois ce sont des produits propriétaires, donc qui ont été conçus et développés par la compagnie et qui à ce moment-là produisent par des fiches techniques leurs propres valeurs qui sont utilisées pour nos méthodes de calcul. Donc le CLT, Cross Laminated Timber, ou bois lamelé collé croisé, qui est le nouveau produit en essor actuellement au Québec, notamment pour les multi-étages. C'est un produit qui n'est actuellement pas encore normé sur notre territoire. Donc, au niveau de la Colombie-Britannique, ils ont déjà accepté le 6 étages. Il s'en fait actuellement, il y a une centaine de projets et plus qui sont sur les tables à dessin ou en réalisation, principalement en ossature légère, mais qui pourraient être aussi en CLT. Ici au Québec, on n'a pas encore cette dérogation, plutôt cette facilité-là. On peut le faire, mais il y a des délais administratifs qui font que ça n'a pas favorisé ce développement-là, mais c'est des choses qui s'en viennent. Puis quand cette étape-là sera franchie, on sera rendu à une autre étape avec encore des étages de plus en plus hauts. En ce moment, sur les tables à dessin, il y a des 10 et des 12 étages qui sont en conception ailleurs qu'au Canada. Et il y a même des gens qui pensent à des 20 et à des 30 étages en bois, complètement en bois, même la cage d'ascenseur. Donc il n'y a plus vraiment de limite à ce niveau-là. Il faut choisir le bon système constructif et les bonnes méthodes de calcul. On a quelques exemples quand même de très belles réalisations comme l'hôtel Holiday Inn à Saint-Hyacinthe, donc qui est fait, lui, d'ossature légère, donc des murs à colombage et des murs d'orfans et des poutrelles de plancher en produits d'ingénierie. Comme vous le voyez, l'intérieur est extrêmement agréable au niveau des chambres et dégage une atmosphère très chaleureuse qui invite vraiment le client à rester. Le seul multi-étage qu'on a, qui a d'ailleurs respecté les critères de la régie du bâtiment, c'est le fonds d'action CSN. Et là encore, un critère intéressant, c'est que tout ce qui est assemblage métallique a été caché. Pourquoi caché ? Justement pour aller rechercher les degrés de résistance au feu qui étaient souhaités. Finalement, le bois vient finalement protéger la pièce métallique pour permettre d'obtenir les résistances recherchées. Donc, technologie du lamelé collé, poteau-poutre, et avec un platelage en bois lamelé collé. Donc, comme je vous le disais tantôt, il y a une course à la hauteur, on s'en va de plus en plus haut. Tour de 9 étages à Londres en 2008, le 10 étages à Melbourne en 2012, et on s'en va vraiment vers la verticalité, étant donné qu'il y a une migration vers les zones urbaines de la population, et c'est un incontournable. On dit que d'ici à une vingtaine d'années, 75% des gens vont vivre en ville, donc moins en moins de territoires disponibles, plus en plus d'érections vers le haut. Et le bois permet d'offrir cette possibilité-là. Le panneau lamelé croisé est vraiment tout indiqué lorsqu'on parle d'étages, de nombre d'étages aussi important que ceci. Vous le voyez, les cages d'ascenseur ici sont faites
en bois lamelé croisé, qui peut rester apparent à l'intérieur ou qui peut ne pas rester apparent et à ce moment-là qui peut avoir un autre revêtement. Donc c'est un produit qui est, comme je le disais tantôt, qui n'est pas normé, mais qui est quand même documenté par notre organisme de recherche FP Innovation qui en a fait un ouvrage qui permet de pouvoir l'utiliser de manière très consciente. On a un manuel de calcul des charpentes en bois 2012, 2010 en anglais, 2012 en français, qui est vraiment le 1000 pages de base et qui incorpore la norme CSAO 8609 qui nous permet de pouvoir réaliser tous nos calculs nécessaires à nos conceptions. Donc chaque matériau, finalement, a sa norme, tout comme le bois. Je pense que le bois ne peut pas être économique et utilisable partout. L'avenir de la structure est non pas de dire on fait tout en bois ou tout en béton ou tout en acier, mais c'est plutôt de faire des structures mixtes, des structures hybrides entre ces matériaux. Les fondations seront toujours en bois et le premier étage en béton, et le premier étage restera de toute façon pour les ouvrages qui se construisent actuellement en béton. Les connecteurs qui permettent d'assembler les pièces de bois sont souvent métalliques. Donc, c'est trois matériaux qui sont en grande complicité l'un avec l'autre. Et de plus en plus, on voit des structures mixtes où chaque matériau est utilisé à l'endroit où il est le plus fort. Donc, l'important, c'est d'utiliser le bon matériau au bon endroit, comme le pavillon de Lucac, où c'est des fermes hybrides, et comme vous le voyez, un soutirant tendu en acier, et la partie comprimée est faite en bois. Donc pourquoi ne pas tout faire en acier, ne pas tout faire en bois, mais bien utiliser le bon matériau à la bonne place? Ça fait un avantage de chacun des matériaux et surtout une structure qui est au niveau coût économique et qui va permettre encore grandement son développement. Il se mixe aussi très bien avec d'autres matériaux de très haute technologie. On le voit avec de la fibre de verre ici qui est insérée dans des lamelles en traction sur du lamelé collé, mais aussi les fibres d'aramide et de carbone sont des choses qui sont utilisées pour renforcer l'aspect mécanique du bois. On le retrouve dans des structures spatiales, dans des structures en coque. Et l'approche des systèmes innovants, en fait, le point que je veux mentionner ici, c'est qu'il ne faut pas seulement parler d'un produit, mais il faut parler d'un système. Un bâtiment, c'est une enveloppe qui est constituée de multiples facettes et qui doit respecter de multiples normes. Donc la sécurité incendie, la performance structurale, la durabilité, les coûts de construction bien entendu, l'insonorisation, on a parlé d'acoustique tantôt, l'efficacité énergétique, nous en avons parlé aussi, et bien sûr l'esthétique et avoir une construction saine pour avoir une belle qualité d'air pour l'occupant. Donc, de manière à avoir un design simple et facile à mettre en œuvre, le bois s'inscrit très bien dans ce courant d'évolution qui est la construction éco-responsable ou l'éco-construction. Par rapport à la croissance des arbres, c'est effectivement les changements technologiques vont de plus en plus vite, mais dans les dernières années, cette progression va dans le sens où le bois s'inscrit encore de mieux en mieux. Donc, comme je le disais tantôt, on parle de sciage, donc de bois de sciage ou de bois de reuve. Avec ça, on fait des poutrelles lamelées collées ou du LVL, donc des produits d'ingénierie du bois. Donc, on est passé d'un produit standard à un composant. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle, bon, je parle de sciage, mais j'aurais pu aller dans le contreplaqué ou l'OSB qui sert de revêtement, ce qu'on appelle le système, donc le mur, la toiture ou le plancher. Et après ça, la solution finale, conçue et faite par un département d'ingénierie, c'est le système intégré. Donc on parle vraiment maintenant non plus d'un produit, mais on parle d'un système intégré. Et ça doit répondre à l'ensemble de tous les critères. Donc de plus en plus, c'est une question de pluridisciplinarité où ça prend des acousticiens, des thermiciens, et pas seulement donc, des spécialistes en structure pour respecter les normes. Puis un des points majeurs qui va faire en sorte que le bois et même les autres matériaux dans la construction vont continuer à avoir leur envol dans le non résidentiel, c'est le travail en équipe. Donc une petite page humoristique, mais c'est ce que le client souhaite, donc une balançoire. L'architecte, effectivement, va probablement avoir un design quelque peu évolué et innovant. L'ingénieur, son rôle, c'est être sûr que ça passe, quels que soient
que ça respecte les normes en vigueur, donc probablement un coefficient de sécurité qui va faire en sorte que ça pourrait être ce dessin-là. Le contracteur, lui, regarde toujours son volet économique et son coût, ça pourrait ressembler à ça. Et si tous ces gens-là ne se parlent pas, qui sont vraiment la filière et les intervenants qui vont faire le succès d'un projet en construction, mais si ces gens-là ne se parlent pas, probablement qu'on risque d'avoir un résultat qui correspond à celui-ci, c'est-à-dire non fonctionnel et qui ne correspond à aucun des besoins de chacun des corps de métier. Donc, petite anecdote personnelle, je pense que le travail d'équipe, quand je faisais de la montagne, je commençais à grimper des 1000 mètres, après 2000 mètres, 3000 mètres, 4000 mètres, 5000 mètres. Tout seul, on ne peut pas aller bien loin, donc on s'est constitué des équipes, chacun avec ses forces, et c'est ce qui nous a permis de réaliser des sommets de grande envergure, dont l'année dernière à 8000 mètres sans oxygène. Donc travailler en équipe et aller chercher les forces de chacun, que ce soit ses forces humaines ou ses forces techniques, et les meilleurs matériaux, nous permettent d'aller vers de nouveaux sommets de très grande envergure. Donc je voudrais remercier l'UCAX, Ecobois, FP Innovation, l'Université Laval et aussi les 2 écoles où j'ai été formé. Tout le matériel que je vous ai présenté vient de ces différents intervenants qui m'ont fourni les photos. On aurait probablement besoin d'un projet inspirant. Ça ne sera pas l'amphithéâtre à Québec, je ne rentrerai pas dans la polémique. On a quand même un complexe sportif, le CESM à Montréal, qui est en cours et qui est très innovateur. En Europe, il y a de nombreux projets extrêmement inspirants et révolutionnaires, comme le centre Pompidou à Metz, que la plupart des gens connaissent. Et le centre Louis Vuitton qui est actuellement en construction à Paris, qui est vraiment un projet encore complètement fou, mais qui est une réalisation qui fait grandement évoluer nos connaissances. On a un répertoire de projets sur le site de Ecobois qui permet de montrer qu'au Québec, on a de très nombreuses réalisations qui se sont faites en bois et qui se font de plus en plus et qui vont faire que le fameux 20% que le matériau bois a dans le secteur non résidentiel, c'est une proportion qui va s'accroître de plus en plus. D'ailleurs, il y a 2 ans, il était seulement à 15%. Donc en faisant mieux connaître tous ces avantages, on a réglé tous les enjeux que j'ai mentionnés dans ma première diapositive. Finalement, ça a fait que le bois, graduellement, vient s'inscrire de plus en plus dans le courant de la construction. Et permettez-moi de comparer donc un arbre résineux avec une montagne qui fait la conclusion de la présentation. Merci.